C'est l'époque de l'apogée, c'est-à-dire la grande puissance d'Athènes. Et c'est le moment où la culture grecque va être la plus belle et la plus florissante. Alors souvenez-vous, hein, ces Grecs, on les avait laissés à la fin de l'époque archaïque, lorsque ils ont colonisé tout le nord de la Méditerranée, la mer Noire, la Cyrénaïque aussi, au nord de l'actuelle Libye. Et donc, ils se sont installés en Méditerranée, leur culture se développe, les villes s'enrichissent, ils prospèrent, ils font du commerce, ils se querellent aussi, ils font la guerre. Bref, la culture grecque s'est installée. Lorsqu'apparaît une menace à l'est, avec ce monsieur qui est Darius Ier, empereur de Perse. Alors souvenez-vous, il avait constitué un gigantesque empire, l'empire perse, d'accord. Et petit à petit, il va s'étendre à l'ouest et il va commencer à prendre le contrôle des cités grecques qui étaient situées en Ionie, en Éolie, c'est-à-dire sur la côte d'Asie mineure. Et donc, voyant la richesse des Grecs, Darius n'a pas du tout envie de s'arrêter et se dit que ça serait bien d'avoir un empire aussi grand que la planète. Et donc, il va se mettre à faire la conquête du monde grec. Alors, c'est le début de ce qu'on a appelé les guerres médiques. Alors, les guerres médiques, elles tiennent leur nom parce que Médès, c'est comme ça qu'on appelait les Perses en grec. Et donc, il va y avoir deux grandes guerres médiques. La première, elle va être menée par Darius. Darius qui va échouer. Alors vous voyez ici, on voit itinéraire de l'expédition de Darius. Et puis ensuite, il y aura une deuxième guerre qui est menée par le fils de Darius qui s'appelle Xerxès. Et vous voyez, lui, il passera par le nord. J'en reviendrai là-dessus plus tard. Donc revenons à Darius. Darius, qui a fait la conquête du nord de la mer Égée, qui a conquis les cités grecques qui étaient sur la côte de l'Asie mineure, décide qu'il faut frapper fort, et il décide de débarquer avec ses troupes, de les charger à bord de navires, et d'aller attaquer directement Athènes, et de débarquer en Grèce continentale, d'écraser les Athéniens, et puis ensuite de faire la conquête du reste de la Grèce. En somme, un plan assez simple. Donc Darius s'embarque avec ses troupes, et va se diriger vers l'Attique, la région que contrôle Athènes, et il va débarquer ici à Marathon. D'accord. Alors Marathon, c'est un petit village qui est à 42 km d'Athènes, et il y a une grande plage, il y a une grande côte devant là. Alors, il va faire débarquer ses troupes, ses fantassins, mais les Grecs vont l'attendre. Et les Grecs, là, c'est principalement les Athéniens. Les Athéniens vont l'attendre, et il va y avoir une grande bataille à Marathon. Bataille qui va voir s'affronter les troupes grecques et les fantassins, c'est-à-dire les troupes au sol, les troupes perses. Et contre toute attente, les Grecs vont écraser les Perses. Et vous voyez, là, il y a le sentier vers Athènes, Athènes qui est à 42 km de là. Et on raconte que lorsque la victoire des Grecs a été sûre, eh ben, il y a un messager qui est parti du camp grec qui se situe là pour apporter la bonne nouvelle aux Athéniens. Apporter la bonne nouvelle aux Athéniens, il a couru pendant 42 km pour ramener le message de la bonne nouvelle de la victoire grecque aux Athéniens. On raconte qu'il est mort d'épuisement en arrivant, mais en son honneur, eh ben, on a créé ce qu'on appelle le marathon, c'est-à-dire une course qui fait 42 km. D'accord. Donc les marathons actuels se courent toujours en souvenir, en hommage à ce messager athénien. Donc après avoir son armée écrasée, eh bien Darius va ramener ses troupes dans son empire et ce sera la grande victoire des Grecs. Il ne tentera pas d'autres débarquements. Donc moins 490, bataille de Marathon, victoire écrasante des Grecs face aux Perses. Alors il y aura une deuxième guerre médique, c'est-à-dire que Darius va avoir un fils qui lui succède et qui s'appelle Xerxès. Xerxès, il va pas retenter comme son père un débarquement et comprend que s'il débarque ses troupes et que les Grecs l'attendent, il risque de perdre à nouveau. Non, il va constituer une armée fantastique et lui va décider d'arriver par la terre. Et il va arriver par la terre comme ça. Mais il se dit, bon, arriver par la terre c'est une chose, mais si tous les Grecs m'attendent par la terre, peut-être qu'ils m'arrêteront. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, je vais faire aussi une grande armée pour écraser la flotte grecque. Donc je vais attaquer les Grecs sur deux fronts, sur terre et sur mer. En moins 480, Léonidas, qui est le roi de Sparte, va arrêter quelques jours l'armée de Xerxès à la bataille des Thermopyles.
C'est-à-dire que les Grecs ne vont pas d'abord s'unir pour faire face à la menace perse, et c'est Léonidas qui va décider d'aller attendre l'armée terrestre envoyée par Xerxès, ses fantassins, de les attendre dans un petit passage, d'accord, tout petit espace qu'on appelle la passe des Thermopyles. Et la légende raconte qu'avec ses 300 soldats, il retiendra les Grecs, l'armée perse pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'un traître indique un chemin, là vous le voyez, un sentier, qui permettra aux Perses de contourner Léonidas et de l'écraser. Mais la résistance de Léonidas et de ses guerriers spartiates, ses 300 guerriers spartiates, va être tellement héroïque qu'elle va donner du courage aux Grecs qui vont s'unir et qui vont résister. Alors encore une fois, ce sont les Athéniens qui vont prendre en main la résistance grecque. Et alors vous voyez, on a l'arrivée par la terre des Grecs, la passe des Thermopyles se situe à peu près ici. Et donc, les Athéniens vont s'unir. Et les Athéniens, ils disposent d'une gigantesque flotte. Ils ont plein de navires de guerre. Et ces navires de guerre athéniens vont aller affronter, tout d'abord, la flotte des Perses autour d'une île qui s'appelle l'île de Salamine. D'accord. L'île de Salamine, c'est une île qui est en face du port d'Athènes. Hein. C'est pas loin tout ça. C'est à quelques kilomètres. Et donc Xerxès est tellement sûr de sa victoire, il est tellement sûr d'écraser les Athéniens qu'il va manquer de prudence. Et donc au début, vous voyez, il avait rassemblé tous ses navires, comme ça pour faire front aux Athéniens en se disant ils vont venir. Les Athéniens vont faire semblant de sortir. Et voyant la puissante flotte perse, ils vont reculer. Et en fait, c'est une ruse. Ils vont faire croire aux Perses qui s'enfuient. Les Perses vont se mettre à partir à leur trousse. Et donc les Perses vont s'enfiler, là vous voyez, dans le détroit de Salamine. Et les Grecs se sont cachés pour les attendre. Et ils vont les prendre à revers. À revers, enfin de flanc pour être précis. Et ils vont les écraser. Ils vont les écraser. Et donc quelques mois après la défaite de Léonidas, mais la résistance héroïque aussi, hein, de Léonidas et des Spartiates aux Thermopyles, les Grecs et les Athéniens vont écraser la flotte perse à la bataille de Salamine. Mais vous me direz, oui, mais les Perses, ils ont encore des centaines de milliers de soldats qui sont en train d'arriver par la terre. C'est vrai, mais gonflés par la victoire de Salamine, moins d'un an plus tard, les Grecs vont écraser à la victoire des Platées, d'accord, Platée c'est une ville, ils vont écraser l'armée perse, et donc Xerxès va rentrer chez lui, il aura perdu sa flotte et toute son armée. Donc là, victoire écrasante des Grecs, et notamment des Athéniens, parce que les Athéniens ont mené la résistance grecque, et donc les guerres médiques sont terminées, l'Empire perse a été battu par 2 fois, et écrasé grâce à l'union et la résistance des cités grecques. Alors vous voyez, 3 grandes batailles. Tout d'abord, la bataille de Marathon en moins 490, c'est Darius qui a son armée qui est battue, le débarquement perse est repoussé. 10 ans plus tard, on a la bataille de Salamine et des Platées. Et là encore, l'armée perse est battue par l'armée grecque. Alors, vous voyez, on a aussi dans la légende, l'Empire perse n'est pas écrasé. Simplement, les cités grecques qui avaient été conquises par l'Empire perse vont être libérées par les Athéniens. Et les Athéniens, ils vont créer une ligue. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ligue? C'est une alliance de cités qu'on appelle la Ligue de Délos. Pourquoi? Parce que c'est à Délos qu'ils avaient mis le trésor, si vous voulez, le budget, le pot commun de cette ligue. Alors, quel est le but de la Ligue de Délos? C'est simple. Les Athéniens disent, si on veut éviter une nouvelle invasion perse, il faut qu'on soit unis. Alors, ils se sont unis dans une ligue défensive, parce que l'union fait la force. Et donc, en cas de nouvelle invasion, les Athéniens sauront réagir et toutes les cités grecques se mettront ensemble pour repousser les Perses. D'accord? À côté, vous voyez qu'il y a une autre ligue qui s'est constituée, qui est la ligue du Péloponnèse. Alors, le Péloponnèse, c'est cette grande presqu'île qui est dominée par Sparte. Et donc, on a 2 ligues. Ligue du Péloponnèse, avec à sa tête Sparte, et Ligue de Délos, avec à sa tête Athènes. Donc, au cours du 5e siècle, ce qui assure la protection des cités grecques, c'est la Ligue de Délos et la Ligue du Péloponnèse. Et de plus en plus, Athènes devient la ville la plus importante. Vous vous rappelez quand on a travaillé sur Athènes, sur le Parthénon, quand on a travaillé sur Périclès, sur la grandeur de la cité d'Athènes, avec la démocratie qui se met en place, c'est à cette période-là que ça existe. Le moment où Phidias va réaliser la statue
comment dire, les plans du Parthénon et qu'on fera réaliser la statue en chryséléphantine d'Athéna dans ce temple, c'est à ce moment-là. C'est ce qu'on a appelé le siècle de Périclès, ce 5e siècle, parce que c'est le moment où Athènes triomphe et connaît son apogée, c'est-à-dire sa pleine période de grandeur. C'est le moment où les arts grecs sont les plus importants. C'est le siècle de Périclès, ce 5e siècle, ce qu'on appelle l'âge d'or d'Athènes aussi. Le siècle classique, c'est là où les grandes tragédies vont être écrites. Je vous rappelle qu'on avait parlé de ça. La comédie et la tragédie, vous vous rappelez les trois grands tragiques grecs, c'est Eurydice, Sophocle et Échille. D'accord ? Et à côté, c'est le moment où Aristophane et Ménandre vont écrire les grandes pièces de comédie qui nous ont laissées aujourd'hui encore. Donc cette période, c'est celle de la splendeur d'Athènes. Vous vous souvenez la vidéo de découverte avec Assassin's Creed? Eh bien, c'est l'Athènes de cette époque-là qu'on voit. L'Athènes la plus grande, la plus splendide. Alors cette ligue de Délos, qui est une alliance, vous voyez, elle est commandée par Athènes. Elle a été conclue après la victoire de Salamine pour protéger les cités grecques d'une nouvelle invasion. Simplement, Athènes va prendre de plus en plus de place dans cette ligue. Normalement, c'est une ligue où les cités sont unies. Alors quand on fait l'union, eh ben, il n'y en a pas un qui commande, il n'y a pas de chef. Sauf que petit à petit, les Athéniens vont se mettre à imposer leur volonté à toutes les cités de la Ligue de Délos. Et la Ligue de Délos, elle va se transformer en une union de cités. À quoi? Eh ben, à un petit empire athénien. Ce qu'on appelait la thalassocratie, c'est-à-dire l'empire, la domination athénienne sur les mers et sur les cités de la Ligue. Alors vous voyez, à la base, la Ligue de Délos s'est créée une alliance entre Athènes et ses alliés contre l'empire perse. Elle a sa capitale, si vous voulez, sur l'île de Délos, d'où elle tire son nom. Vous voyez, Délos, c'est une petite île qui est là. On a créé un sanctuaire d'Apollon et on réunit le trésor. Vous vous rappelez, on a vu ce qu'était un trésor, c'est le lieu où les cités mettent leur argent, leurs offrandes aux dieux. Et bien, le trésor d'Apollon qui était sur l'île de Délos, il va être petit à petit ramené à Athènes. Et l'impôt, la taxe que devront payer toutes les cités qui sont membres pour être protégées, et bien Athènes va décider de l'augmenter et de garder l'argent. Et en plus, elle va imposer à toutes les cités de la Ligue d'utiliser sa monnaie. Donc qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Et bien en fait, les cités sont en train de perdre leur indépendance. Les cités membres de la Ligue de Délos perdent leur indépendance et c'est Athènes qui commence à les diriger. À tel point qu'en moins 425, elles ont obligation de venir défiler aux fêtes d'Athènes, vous vous souvenez, les Panathénées, en tant que colonie. Donc, ce qui était à la base une alliance entre cités pour se protéger, devient en fait un empire dominé par Athènes, où toutes les cités que Athènes était censée protéger deviennent les colonies d'Athènes, donc elles se mettent à enrichir Athènes et à travailler pour elle. Et ça, effectivement, les Grecs ne peuvent pas l'accepter. Donc vous allez avoir des révoltes de cités. Vous allez avoir des cités qui vont entrer en révolte petit à petit, notamment, vous voyez, à Naxos ici, ou à Potidée, vous allez avoir des cités qui vont refuser la dictature d'Athènes et qui vont vouloir quitter la Ligue. Et Athènes va leur dire, vous n'avez pas le droit. Alors qui est-ce qu'elles vont appeler? Eh bien c'est très simple. Elles vont faire appel, ces cités, à Sparte et à la Ligue du Péloponnèse. Sparte et la Ligue du Péloponnèse ne sont pas dans la Ligue de Délos. Sparte est la grande cité rivale d'Athènes. Et alors je ne rentre pas dans le détail du déclenchement de la guerre du même nom, la guerre du Péloponnèse, mais retenez que petit à petit, toute cette situation, cet empire athénien qui fait de l'ombre à toutes les cités grecques, va amener à une guerre généralisée entre cités grecques qu'on appelle la guerre du Péloponnèse. Je vous en avais parlé en moins 431. Eh bien, la Ligue du Péloponnèse et la Ligue de Délos, c'est-à-dire Sparte et Athènes, se font la guerre. Cette guerre, elle va être très très longue. Elle va durer de moins 431 à moins 404. Elle va avoir des batailles et des conflits entre les deux camps, entre toutes les cités grecques et dans tout le monde grec. On va se battre jusqu'en Sicile, vous voyez. Alors je ne rentrerai pas ici dans le détail de la guerre du Péloponnèse, parce que ça nous emmènerait trop loin, mais je mettrai en lien dans la description de la vidéo, je vous mettrai des liens vers des documentaires où des gens expliquent en détail ce qui s'est passé pour ceux d'entre vous qui auraient envie d'approfondir. Alors ça se termine en moins 404, les Athéniens sont battus par les Spartiates, d'accord? Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh bien c'est l'effondrement d'Athènes, d'accord? C'est l'effondrement d'Athènes, et l'homme que vous avez vu juste avant, c'est un roi, je vous le remets, le roi Philippe de Macédoine, qui
après la fin de la guerre du Péloponnèse, et donc l'affaiblissement de toutes les cités, parce que même si Sparte a gagné, Sparte est affaiblie, toutes les cités grecques sont en ruine. On compte les morts par centaines de milliers. Donc les Grecs se sont affaiblis dans une guerre civile stupide qu'est la guerre du Péloponnèse. Et là, vous voyez sur cette carte, eh ben, il y a un petit territoire qu'on appelle la Macédoine. Et cette Macédoine, c'est un petit royaume. C'est un petit royaume grec, hein, on y parle le grec. Mais les Grecs s'y prêtaient pas attention. Pour eux, ces Macédoniens, c'était des bergers, c'était des gens des montagnes, c'était pas des gens puissants. Voilà, ils les méprisaient un peu, ils les prenaient un peu pour des gens arriérés. Eh bien, ces Macédoniens, ils vont avoir à leur tête un roi qui s'appelle Philippe II, et qui va réussir à organiser son royaume et à faire la conquête petit à petit d'un certain nombre de cités. Et Philippe II, au début du IVe siècle, avant Jésus-Christ, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va étendre son royaume. D'accord? Et il va faire la conquête et il va mettre sous dépendance tout un tas de territoires. Jusqu'au moment où, en moins 338, il fera la conquête d'Athènes. Athènes va être conquis militairement par les Macédoniens et profitant de la division et de l'affaiblissement des cités grecques, eh ben, le royaume de Macédoine va les conquérir tout simplement. En moins 336, Philippe II est assassiné et va lui succéder son fils qui s'appelle Alexandre. Alors on va s'arrêter là, parce que vous allez voir que son fils Alexandre, il va avoir un destin tout à fait extraordinaire. On verra ça dans la prochaine vidéo, puisque Alexandre, c'est celui qu'on a appelé Alexandre le Grand, et il va conquérir le monde. Voilà, je vous remercie.